Donc, c'était vraiment challenging. C'était une période vraiment challenging. Comme le disait Émile Zola, être pauvre à Paris, c'est être deux fois pauvre. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails. J'étais dans une chambre de 9 mètres carrés que je partageais à deux, obligé de travailler l'été pour financer mes études. Mais bon, dans la vie, nous rencontrons plein de contraintes et d'adversités, mais nous Mhm, grandissons aussi à cause de cela. Donc, mhm. avec le master en poche, je voulais poursuivre ma carrière dans le domaine des nanotechnologies carbonées. Un souci, je n'avais pas suivi de formation dans le domaine. Et puis, il y a un autre problème, c'est que mon responsable de stage qui ne voulait pas prendre de risques mettait en garde les labos où je postulais pour un stage. Donc, Ah, oui, ouais. Donc, malgré d'accord. de nombreux refus, avec ténacité, patience et persévérance, j'ai fini par trouver un stage de 6 mois à l'Institut de chimie procédés pour l'énergie, l'environnement et la santé. Donc, c'est à Strasbourg aussi, dans une équipe vraiment exceptionnelle. Et pour vous dire, l'entretien n'a duré que 1 minute 30. Hmm, Et donc, ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Cela m'a conforté sur le fait qu'avec un but clairement défini, un plan d'action, un effort focalisé, l'apprentissage de l'échec, on pouvait réussir ses rêves. Donc, mhm. même avec le stage, mes travaux se sont vus récompensés par une publication scientifique. J'ai eu plusieurs propositions de thèse, mais naturellement, je suis resté à Strasbourg, dans la même institut, car j'avais le bon pressentiment que je pouvais réaliser mon plan de carrière comme moi je le voulais, notamment en gardant ma liberté de penser, de proposer, etc., et de m'ouvrir aussi à d'autres domaines tels que le stockage d'énergie, l'électronique, etc. Mhm. Et donc, j'ai démarré une thèse en 2012 dans la même institut, en collaboration avec Total, pour développer des nanomatériaux carbonés pour la catalyse. Donc, la catalyse, en gros, est présente dans plus de 90% des procédés industriels en chimie. Et D'accord. donc, c'est une industrie qui capitalise environ 300 milliards de dollars. Et en parallèle de la thèse, j'avais deux objectifs personnels. Le premier, c'est presque une anecdote. En fait, au début de ma thèse, je m'étais fixé l'objectif de boucler la thèse en 2 ans et demi, Mhm. au lieu de 3 ans, 6 mois en moyenne. Et donc, un de mes collègues vietnamiens me disait, ouais, si tu arrives à réaliser cet objectif, je te file 2 600 euros. Donc, c'était Eh une ben. double motivation. Et donc, quand j'ai commencé la thèse, quand j'ai commencé La le thèse? master, lui, il était déjà en thèse. Et donc, j'ai soutenu le lendemain de sa soutenance, c'est-à-dire en 2 ans et 5 mois. Mais bon, Ah, en donc deux tu as ans et réussi à cinq mois. relever le défi. Voilà, donc j'ai réussi à relever le défi et puis je lui ai pardonné les 2 600 euros. D'accord, Et super. C'est un puis, très beau parcours. Très, très et beau donc parcours. Et du coup, à quel moment? Mhm. ouais. Et puis le deuxième objectif, c'était autre chose, c'était vraiment fabriquer un matériau qui soit innovant, respectif de l'environnement, fabriqué vraiment à partir de produits du quotidien, dans un environnement quand même de très haute culture technologique où les matériaux Mhm. sont scriptés à l'échelle de l'infiniment petit, il faut travailler dans des conditions particulières, etc. Donc, un jour, j'étais enrhumé et j'étais devant ma chaise. Donc, il y avait du thé, du citron, du sucre et du pain devant moi. J'ai eu un flash. Et ce flash m'a dit, voilà, c'est la solution. C'est ça la solution. Et du coup, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, Qu'est-ce oui, qui le est la sucre, solution? ben, ce que j'avais devant moi, le pain, le sucre et puis le citron. D'accord. Et là, c'était vraiment un changement de paradigme. Je me suis dit, ouais, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, ouais, le sucre, ça peut être une source de carbone, le citron, un agent polymérisant. Et j'arrivais pas à trouver le pain. Et j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que dans le pain, il y avait de l'azote. Et puis, c'est un agent qui est utilisé pour doper la performance des matériaux. Et donc, j'ai fait un peu de chimie derrière tout ça. Et imaginez-vous, j'ai trouvé un matériau ça a été le matériau le plus performant que j'ai testé durant toute ma thèse. Et Mhm. donc, il y a eu des projets de maturation et de prématuration qui ont avoisiné 1 million d'euros. Ça a été utilisé dans plusieurs domaines, dans la détection des pesticides, dans les batteries, dans la filtration de l'eau.
etc. D'accord. Et, voilà. Et c'est un peu c'est un peu la philosophie des gens comme Elon Musk qui voient les choses d'un point de vue extérieur et se disent, si on recommençait tout à zéro, que seraient Mhm. devenues les voitures d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il ne fabrique plus que des voitures électriques, mais il envoie des fusées dans l'espace. Mhm. Et donc, ça Totalement. crée vraiment un changement de paradigme dans le D'accord, dans ton laboratoire. esprit. Voilà. D'accord, super. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, plutôt que de suivre une carrière, puisque je vois que tu as eu, tu as eu un cursus pédagogique très brillant, tu étais très déterminé, tu aurais pu rentrer dans un grand laboratoire où on aurait pu te recruter comme chercheur ou encore dans une grande entreprise à un poste très important. À quel moment tu t'es dit, je vais devenir entrepreneur? Ben, c'était dès le début, mais c'est plutôt durant la thèse. Donc, en parallèle de la thèse, j'ai vu comment ça se passait et je voulais vraiment entreprendre. Et donc, en parallèle de la thèse, j'ai aussi obtenu un diplôme en ingénierie de projet innovant, car l'idée derrière tout ça, c'était d'étendre mes connaissances au maximum et, in fine, travailler à mon propre compte ou dans une structure que j'aurais créée. D'accord, très bien. Et du coup, combien de temps après ce cursus-là, tu décides de lancer Blackleaf? Et en même temps, est-ce que tu peux nous parler de Blackleaf et de ce que vous faites chez Blackleaf? Oui. Donc, après la thèse, j'ai travaillé dans le public et dans le privé en tant qu'ingénieur R&D pour approfondir mes connaissances dans certains domaines et puis m'imprégner un peu aussi de l'écosystème industriel. Donc, Mhm. dès que j'ai eu une vision claire, à savoir le comment, le quoi, le pourquoi de ce que je voulais faire, donc j'ai refusé un CDI du CNRS et parti suivre une formation accélérée en entrepreneuriat en étant au chômage. Et donc, D'accord, par tu la allais suite, suivre, ouais. d'accord, une formation. Et donc, par la suite, on s'est trouvé avec mes deux associés. Nous avons fait maturer un peu l'idée et créé Blackleaf en 2018. Donc, D'accord, du coup, tu peux nous parler un peu de Blackleaf? oui. Donc, chez Blackleaf, nous développons des technologies à base de graphène. Le graphène, c'est du carbone, hein. Quand vous entendez carbone, carbone, c'est le charbon de bois qu'on utilise jusqu'au diamant. En fait, on a différents allotropes. Et donc, le graphène, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai une mine de crayon. Mhm. Une mine de crayon, ça, c'est du graphite. On peut le D'accord. considérer comme un millefeuille. C'est comme un gâteau millefeuille, plusieurs feuilles empilées les unes contre les autres. Et le graphène, c'est un seul feuille parmi ces millefeuilles. Donc, Mhm. le graphène, c'est la technologie qui se cache derrière une mine de crayon. Ce n'est que ça, c'est tout simple. Et donc, c'est un matériau un peu magique, découvert en 2004, puis prix Nobel en 2010, fort de ses capacités multiples, à savoir durabilité, conductivité et légèreté. Ce matériau est stratégique pour la France. Donc, il y a eu 1 milliard, pour la France et l'Europe même, il y a eu 1 milliard d'euros de financement pour structurer un peu la filière. Donc, Mhm. ce matériau est resté à l'échelle de laboratoire pour plusieurs raisons. Donc, procédé de fabrication complexe, très coûteux et polluant. Donc, aujourd'hui, nous, on révolutionne cet état de fait en proposant une production simple, éco-responsable, très compétitive de ces matériaux, mais aussi, on a développé toute une série de brevets qui permettent d'utiliser efficacement ces matériaux dans les industries aéronautiques, Mhm. aérospatiales, énergie, défense, agroalimentaire. D'accord, très Et bien, donc, super. voilà. Et donc, pour Et du résumer Mhm. juste, le graphène, c'est quoi? Le graphène égale matériau noir pour une industrie plus verte, plus résiliente et moins consommatrice d'énergie. C'est ça. D'accord, très bien. Et donc, à quel moment vous avez fait votre première levée de fonds? Donc, la première levée de fonds. Donc, la levée de fonds, c'est une chose qu'on a très tôt introduit dans notre stratégie de développement. Donc, à savoir, Mhm. dès la création. Donc, nous n'avions pas sollicité un capital d'amorçage pour plusieurs raisons. Donc, en Est-ce- pré-création, nous avions déjà réalisé une très grosse étude de marché, défini la vision, valeur, etc., valeur ajoutée, notre singularité et autres, relevé aussi des besoins clients, réalisé quelques démonstrateurs. D'ailleurs, on bossait beaucoup le soir et le week-end
Et puis voilà, trouver des avocats, etc. Donc, les 6 premiers mois étaient vraiment dédiés à tout ce qui est administratif. Donc, propriété intellectuelle, accompagnement par un incubateur. Donc, c'était l'incubateur local. Et puis, sécuriser un peu la propriété intellectuelle, signer des accords d'exploitation, etc. avec le CNRS. Donc, on a vraiment débuté les hostilités en 2019. Donc, et puis, l'objectif était de faire l'ICA dès la première année. D'accord. Donc, Du nous CA, avons, tu veux voilà, dire du chiffre d'affaires. du chiffre d'affaires, ouais. Mhm. L'objectif principal, c'était de faire du chiffre d'affaires dès la première année. Donc, nous avons commencé à approcher les industriels, hein. Donc, notre approche était vraiment très simple. Donc, on présente nos solutions avec l'appui d'un démonstrateur. On relève les besoins et problématiques des clients. On leur propose une étude de faisabilité qui est payante, en fait, afin d'adapter au mieux notre solution par rapport à leur cahier de charges. Donc, cette Mhm. approche nous a permis de générer des CA dès la première année, donc, qui nous a permis aussi d'être lauréat Bourse French Tech avec D'accord. 90 000 euros de De subvention et de subvention. l'IT. Voilà, l'IT au matériel, 60 000 euros pour un peu développer certains segments de marché. Et donc, en 2019, on a fait 40 000 euros de chiffre d'affaires. 40 000? 40 000, ouais, en 2019. Donc, la première année, 130 000 en 2020 et 420 000 en 2021, grâce notamment à la vente d'études et de produits. Donc, toute cette stratégie représentait pour nous la phase d'anticipation d'un premier tour de table. Là, je parle d'un vrai tour de table, c'est-à-dire une levée de fonds. Donc, nous étions aussi, en même temps, nous étions aussi en contact quasi régulier avec des investisseurs, que ce soit des venture capital, des business angels ou des fonds publics et privés. Donc, D'accord, très bien. voilà. Donc, la première levée de fonds en capital développement, 170 000 euros, donc, auprès des business angels. Et puis, D'accord. voilà. Donc, derrière tout ça, l'idée était d'amplifier la levée de fonds avec des obligations convertibles de la French Tech Seed et puis solliciter un prêt d'amorçage de 480 000 euros. Ce qui nous a permis de candidater derrière pour iLab et d'être lauréat Grand Prix pour obtenir une subvention de 680 000 euros. D'accord. Je vois que vous avez fait vraiment les choses pas à pas, hein, par petits Oui, pas. D'abord, vous avez bien essayé de comprendre le besoin, le voilà, marché, comment on va délivrer un produit que que des personnes des clients vont payer. Ensuite, exactement. vous avez décidé de faire un peu de chiffre d'affaires, donc 40 000 euros la première année, 130 000 euros ensuite pour terminer. Je vois que ça a été assez structuré, alors que quand Oui. on regarde votre l'équipe l'équipe, le cœur, les fondateurs qui ont fondé, qui ont été le cœur du projet dès le début, on voit que Mhm. vous avez une casquette très technique. Vous avez un profil très technique. Vous n'êtes pas forcément des gens d'école de commerce qui comprennent le monde de la finance avec ses codes, avec tout ce que cela entend, parce que c'est aussi souvent l'une des peurs pour les porteurs de projets qui ne sont pas dans ce domaine-là, qui n'ont pas forcément une visibilité assez nette sur ce que c'est que la levée de fonds, aller demander de l'argent à des partenaires. Comment vous vous y êtes pris, comment vous vous êtes préparé concrètement pour cette phase-là, pour ce processus-là qui n'est pas votre spécialité? Donc, en fait, dans notre board, il y a le CEO, en fait, il a une casquette business development. Donc, il connaît un peu tout le monde de la finance, etc. Mais à part ça, on s'est fait accompagner aussi, hein. On s'est fait Hmm. accompagner par l'incubateur, des experts externes, des avocats d'affaires, etc. Donc, même en anticipant, donc tout ça nous a permis, on a appris aussi vite, hein, on apprend aussi toujours. Donc, on a appris vite. Donc, pour résumer, pour la levée de fonds, on avait bétonné notre business plan, donc tout ce qui est stratégie, marché, marketing, le plan financier, l'executive summary,
Et donc, on était vraiment prêts. On attendait juste le moment opportun pour lancer la phase comme on l'appelle, la phase d'approche. Donc, qui Mhm. consistait un peu à convaincre les investisseurs, les démarchés, etc. D'accord. Et du coup, vous avez été amené à pitcher, j'imagine, Ah face à ouais, des investisseurs. Comment ça s'est passé? bah, ça se passe généralement très bien, vu que tout était bétonné, on a pris le temps de bien réfléchir, se faire accompagner. Donc voilà, il y a vraiment une préparation à faire. Et Surtout comment pour vous la vous êtes levée. préparé Ouais, on s'est euh, préparé à tout, le business de plan, l'executive summary. Donc tout était prêt, tout était bétonné. On a pris le temps et de tout bétonner, de se faire accompagner. Ouais. Et puis, au-delà, on a eu oui, l'avis d'experts, etc. Donc, d'accord. Au-delà de l'aspect, comment dire, cartographie des besoins sur papier, faire le business plan, mhm. parler à des investisseurs avec leur code, avec leur jargon, pour qu'ils puissent comprendre votre domaine, parce que vous parlez vous êtes dans un sujet très technique. Hein, c'est comme un développeur qui essaie imaginez un développeur qui essaie d'expliquer comment il a fait sa solution FinTech de A à Z, quel code il a mis. Vous, comment vous vous y êtes pris pour pouvoir vulgariser votre solution à des gens qui, en fait, ne faisaient pas forcément partie de votre domaine? Comment vous vous êtes préparé, en fait, à présenter votre projet à n'importe quel type de personne en face de vous? Ben, il faut, Dans en les fait, prêts. ouais, en fait, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut savoir écouter. Donc, en écoutant les clients, on apprend à le connaître. Et puis, en le connaissant, voilà, ça devient naturel. Il faut apprendre Mhm. à écouter les gens et surtout, ouais, surtout écouter les gens et puis apprendre à les connaître. Et puis, à la fin, vous parlez le même langage. Ça peut être tendu, c'est normal. Euh, mais après, il faut s'adapter. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien au sein de Blackleaf? Au sein de Blackleaf, aujourd'hui, on est 12 et puis 20 à la fin de l'année. 20 à la fin de l'année. D'ailleurs, ça Ouais. tombe bien parce qu'on va parler de la levée de fonds que vous vous apprêtez à faire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur cette levée déjà, à partir de quel moment vous vous êtes dit, c'est le bon moment, il faut qu'on fasse une levée de fonds de 20 millions. On parle quand même de première levée qui était quoi, à 170 000. Ouais. Ensuite, vous avez eu des subventions par-ci, par-là, collectées tout ensemble, qui font 2 millions aujourd'hui. Et là, Mhm. la prochaine phase, c'est 20 millions directement. C'est assez gros quand même. Oui, 20 millions, ouais, c'est assez gros. Et donc, pourquoi 20 millions? Parce que là, on est vraiment dans notre momentum. Donc, là, on développe des produits. Il y a des produits qui sont commercialisés. On a des contrats pluriannuels avec de très grands groupes. Et donc là, il faut qu'on s'agrandisse, il faut de la croissance, il faut qu'on s'agrandisse. Et donc, c'est vraiment le momentum. On se sent prêt. Donc, pour se challenger un peu, on avait candidaté pour France 2030. Donc, non, pour le plan de relance. Donc, on est passé, on était lauréat, on a eu 1 million d'euros. Et donc, là, on a scalé un peu les unités de production. Donc, on a fait un petit Mhm. scale-up de nos unités de production, sécuriser tous les paramètres process. Et donc Mhm. là, on sait qu'on peut vendre du produit. Et donc, en fait, on a différents types de marchés, des marchés de volume et des marchés à haute valeur ajoutée. Et pour les marchés de D'accord. volume, il faut produire. Et pour produire, il faut des grosses machines, il faut des unités de production, etc., à échelle pour pouvoir être rentable. Et donc là, c'est Mhm. le momentum. Et puis, il y a la demande et tout. Aujourd'hui, Mhm. on discute avec des gens, Arkema, etc. C'est des millions de tonnes. Et donc, ce n'est pas avec nos 50 kilos par jour qu'on va répondre à leurs demandes. Et ils sont prêts à financer. Il y a des lettres d'intention et tout. Et donc, voilà. Et puis, on a un soutien aussi de l'écosystème, hein, que ce soit de la BPI, de Mhm. l'Eurométropole, même plus haut, hein, de la BPI, etc. D'accord, d'accord. Et donc, aujourd'hui, est-ce que Blackleaf, c'est une startup qui est rentable? Parce qu'une startup, elle évolue parfois petit à petit, elle va évoluer, mais en même temps, ce qui va la faire vivre, c'est le fait de pouvoir payer ses salariés sans forcément faire de bénéfices. Est-ce que vous êtes une entreprise
qui est rentable, une start-up qui On est est, rentable. on est, ouais, aujourd'hui, on peut dire qu'on est une entreprise qui est rentable parce que ouais, là, on a sécurisé tout ce qui est salaire, etc. Pour minimum 10 ans si on rentre rien. Eh bien, Si on ça, reste à c'est de la 20 personnes, là, préparation. on sécurise tout ce qui est salaire pour 10 ans si on rentre rien. Donc, ça va forcément rentrer. Mais voilà. D'accord, très bien. Et à partir de combien de temps après le lancement de l'activité, vous avez commencé à être rentable, à pouvoir Ben, produire du bénéfice? en 2020, en 2020 déjà, Une année après. ouais, une année après. D'accord, Il très bien. faut dire aussi qu'il y avait une préparation derrière, même si on ne l'a pas trop évoqué, on avait déjà fait des études de marché, relevé les problématiques des industriels. On savait qu'on avait une solution et puis il fallait juste le déployer. D'accord. Je vois que l'étude de marché, le fait de faire le business plan, de faire toute la paperasse, ça a joué pour beaucoup en fait dans le process de votre levée de fonds. C'est pas juste des aspects administratifs qu'on fait pour passer à autre chose. Ouais, ça a beaucoup joué. C'est clair que ça a beaucoup joué. Ben, on a pris Et le temps de bien faire les choses, comme j'ai dit, de se faire accompagner. Parce que là, en général, on est dans notre, dans notre zone de confort. Oui, on ne peut pas dire que c'est une zone de confort. On sort toujours de notre zone de confort, mais il y a des choses aussi qu'on ne voit pas. Donc, avoir un œil extérieur, avoir des experts qui peuvent t'orienter, ce n'est que bénéfique. d'accord. Et est-ce qu'il y a eu, donc au début, vous n'étiez que trois hein, dans l'équipe, toi et tes deux cofondateurs. Est-ce Oui. qu'il y a eu un avant et après dans la façon de gérer l'entreprise après votre première levée de fonds? Qu'est-ce que ça a changé drastiquement et comment est-ce que vous avez dû réajuster les choses alors qu'au départ, vous n'étiez qu'entre vous. Après, il a fallu rentrer des gens dans le capital, donc pour rendre des comptes à d'autres personnes. Comment vous avez géré ce après-là? Ben, ça, après, quand on atteint un certain stade, il faut aussi faire preuve de leadership, hein. Comme le disait John Maxwell, un leader est grand, pas pour son pouvoir, mais par sa capacité à donner le pouvoir aux autres. Donc, il faut déléguer, il faut intéresser les gens, leur dire que c'est leur projet aussi. La maison nous appartient à tous et donc chacun a son rôle à jouer. Des fois, on responsabilise des gens et puis ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, hein. Et puis, D'accord. ouais, il y a un climat, il faut créer un climat de confiance. La start-up leur appartient aussi. Donc, voilà. Mhm. Totalement. Est-ce que ça vous a fait peur, ça, de vous dire, vous allez devoir dealer avec de nouveaux investisseurs? Parce que ça, c'est un des points qui revient souvent, hein. Les entrepreneurs se disent, bon, moi, j'ai mon projet, je sais la vision que j'ai. Si je fais rentrer quelqu'un d'autre dans le bateau parce qu'il me donne de l'argent, comment est-ce que je vais arriver à gérer ça? Vous, est-ce que ça vous a fait peur de vous dire, vous allez devoir gérer les choses avec d'autres personnes ou vous vous êtes dit, ça fait partie du process à suivre pour se développer, pour grandir, il faut qu'on y aille? Ça fait partie du process, hein. Ça fait partie du process. Après, c'est un climat de confiance qu'il faut créer. Et voilà. Et ouais, c'est un climat de confiance. Et puis, ouais, ça fait pas trop peur vu que nous, oui, pour la première levée de fonds, on n'a pas trop ouvert le capital, on ne s'est pas trop du lien. Donc, on a levé que 170 000 euros. Et puis, tout le reste, ça a été généré par des subventions, des concours, etc. Donc, on ne s'est pas trop du lien. Mais là, on va peut-être se du lien. Mais bon, après, Mhm, c'est mhm. le jeu, Et hein. est-ce que ça change quelque chose dans le climat entre les fondateurs? Cette phase de levée de fonds, ça change quelque chose dans l'équipe? Ça change pas, non, ça change pas grand-chose, hein. Ça- pour nous, Les non. choses se sont faites Voilà, naturellement. non, en fait, les choses, elles se font naturellement. On calcule, bon, on n'est pas calculateur, en fait. Mhm. On laisse les Et, choses se faire naturellement. Donc, on se dit que, comme on le dit, Dieu est un très bon comptable. Donc, que tu gagnes là ou que tu perds là, ça finit toujours par s'équilibrer. Donc, voilà. mhm. D'accord. Et la préparation entre la première levée de fonds et la seconde que vous avez faite, j'imagine qu'elle est différente. Ah ouais, elle est différente. Elle est vraiment, c'est pas pareil. Que là, il y Qu'est-ce a,
déjà, c'est beaucoup, c'est plus d'argent et puis ça sera une levée qui sera, ça sera, on fera pas un mix, ça sera avec des institutionnels et des privés. Mhm. Donc, c'est pas les mêmes interlocuteurs et il faut s'adapter. Donc, voilà, Qu'est-ce que c'est tu un veux peu. dire par institutionnel? Il y a des gens parmi nous ici qui Donc, il découvrent y a la des levée de fonds fonds, qui privés, des n'ont... fonds publics, ouais. Mhm. Il y a D'accord. des Et dans fonds la façon de privés, gérer ces fonds-là, c'est pas, tu dis. voilà, la façon de gérer, c'est pas pareil. Donc, les fonds institutionnels, là, il faut se déplacer tout le temps. Presque, voilà, il faut toujours se déplacer, faire des pitches, se présenter, revenir. Il y a la due diligence aussi, il faut préparer ça parce ils vont scruter le projet de fond en comble, hein, que ce soit l'aspect technique, l'analyse financière, le marketing, l'aspect technique, tout ça sera scruté open, hein, donc il Mhm. faut bien se préparer. Et du coup, pour la première levée de fonds, combien de temps vous avez mis pour vous préparer? Ben, dès le départ, hein, donc toute la stratégie, toute la stratégie reposait sur ça, hein. Donc tous les concours qu'on faisait, les subventions, tout cela, les études qu'on faisait, le CA, tout ça, c'était une préparation en fait pour la première levée de fonds. D'accord. Et du coup, là, ça fait combien de temps que vous avez commencé à vous préparer pour pour la prochaine levée de fonds qui arrive? Là, ça fait, ouais, on peut dire, en fait, ça s'est accéléré. D'accord. Ouais, on a été encouragé à le faire, ça s'est accéléré, mais je peux dire, ouais, un peu plus de 6 mois, ouais, 8 mois, un truc comme ça. D'accord. Donc, au départ, en fait, la décision de faire une deuxième levée de fonds d'ici la fin de l'année, vous ne l'aviez pas encore prise. C'est des gens qui vous ont recommandé de le faire. En fait, on voulait lever, mais pas cette somme, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Qu'est-ce qui a fait que quels sont les paramètres que vous avez dû prendre en compte pour Ben, réfléchir à... ouais. En fait, on a écouté le marché, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes, et puis en France aussi, il y a aussi l'industrialisation de la France. Donc, c'était une chose. Donc, on est acteur, on est en France, donc on est aussi acteur. Donc, on voit ce qui se passe à l'étranger. Et Mhm. donc, c'est comme une sorte de compétition. On va avancer beaucoup plus, beaucoup, je sais pas, pas plus vite que les autres, mais au moins être au même niveau et ne pas rater le train. Donc, D'accord. il était capital qu'on se structure et puis qu'on fasse de la France un acteur majeur du graphène, vu que c'est un matériau D'accord. aujourd'hui c'est un matériau d'intérêt pour le monde entier, hein, que ce soit la Chine ou les États-Unis, c'est un matériau D'accord. Très bien. stratégique. Voilà. Ok. Et pour votre première levée de fonds, à quelle hauteur vous avez ouvert votre capital? À 7%. Ah, 7%. Du coup, dès le début, vous avez pris des précautions, vous n'avez pas Ouais, tout lâché. 7%, ouais. D'accord, d'accord. Et là, pour la seconde, si c'est possible, si ce n'est pas indiscret, hein, sinon, on ne veut pas gâcher la prochaine qui arrive, mais si ce n'est pas indiscret pour la seconde, tu peux me dire à quelle hauteur vous allez être dilué, par exemple, si tu ne veux pas me dire le taux exact que vous allez donner aux entreprises. Euh, Vous allez perdre 25% de vos capitaux, 50%. ouais. Je ne vais pas dire combien, mais c'est moins que 25%. Et ça sera étape par étape. Donc, on va toujours mixer entre, on va se dulier sûrement, mais aussi à côté, on va amplifier la levée de fonds avec des subventions ou des financements non dilutifs. D'accord, je vais Comme on bientôt l'a fait pour la première fois. Ouais. D'accord, j'ai bientôt terminé avec les questions, histoire de pouvoir laisser le temps à nos internautes de poser leurs propres questions. Est-ce que vous avez pour terminer, est-ce que vous avez des clients sur les marchés africains ou est-ce que le continent africain a une place particulière dans ce monde, dans ce marché-là? Pour l'instant, non, mais c'est un très gros marché, l'Afrique. Là, on commence à réfléchir, ouais, un peu pour ouais, soit créer une filiale en Afrique, etc. D'accord, Et c'est un marché très important pour nous. Ouais. d'accord. Il y a quelqu'un qui demande pour lever des fonds, une entreprise doit avoir combien d'années d'existence? Tu viens de nous dire que vous avez commencé à envisager ça dès le début.
Oui, en un an, normalement, tu peux lever de fonds. Après, ça dépend si on veut lever à l'amorçage ou lever Mhm, pour un développement, mhm, pour accélérer. mhm. Mais oui, ça peut se faire très vite, hein. Il faut juste D'accord. une bonne préparation et puis voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez pu amorcer le projet juste 2 ans, pendant 2 ans ou 3 ans, sans forcément lever des fonds? Est-ce que ça faisait partie de des choses auxquelles vous avez pensé? Oui, ouais, c'est des choses, mais bon, après, il fallait accélérer. Donc, Mhm. on a attendu au moment opportun, hein. On savait que là, si on ne lève pas, ça allait nous retarder un peu. Donc, on s'est dit, voilà, on lève pour Très bien, accélérer le développement. Ouais. très bien, très bien. Il est 20h12, ça fait bientôt 45 minutes qu'on est là ensemble. Du coup, on va laisser un temps à nos internautes, à ceux qui sont là avec nous pour poser leurs questions. Du coup, si vous voulez participer, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à lever la main et on vous donnera la parole. Je vais voir s'il y a certaines personnes, si certaines personnes ont la main levée. Ok, très bien. On a Simon qui veut prendre la parole. Simon, vous pouvez poser votre question. Alors, bonjour à tous. Déjà, Bonjour. merci pour ce temps d'échange qui est vraiment instructif. Alors, moi, j'ai 3 questions. Je ne sais pas, je vais les poser peut-être les unes après les autres et puis on verra. D'accord. Alors, D'accord. ma première question, c'est de savoir si le projet aurait eu le même succès si vous étiez entrepreneur salarié, entrepreneur et en même temps salarié. La deuxième question, c'est quel est le conseil alors que vous pouvez donner à ces personnes-là qui sont en même temps salariées et qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Et ma dernière question, c'est de savoir, selon vous, quels sont les obstacles que rencontrent certaines entreprises africaines, par exemple, qui veulent lever des fonds à l'international? Parce qu'on remarque que c'est souvent très difficile pour ces entrepreneurs africains qui veulent voilà, faire des levées de fonds à l'international. Voici mes 3 questions et merci beaucoup. Donc, pour la première question, être entrepreneur en étant salarié, moi, j'ai commencé, j'étais au chômage. Donc, là, c'est déjà encourageant vu qu'il y a une base. Mais bon, après, entreprendre, il faut se dire dans la tête que ce n'est pas un risque, mais c'est savoir gérer des risques. Donc, cela commence déjà par se structurer, savoir vraiment pourquoi on le fait, se poser les bonnes questions. Il y a ce qu'on appelle un peu le cercle d'or, le quoi, le quoi, le comment et le pourquoi, et surtout pourquoi vous voulez le faire. Parce que les gens, ils n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. C'est comme ça que réfléchissent les grands de ce monde. Donc voilà, savoir vraiment pourquoi vous voulez le faire. Et après, c'est une question de structuration, de se faire accompagner. Et puis voilà, c'est une aventure, hein, c'est une belle aventure. C'est Après, une il très belle faut. phrase. Entreprendre, c'est pas prendre des risques, c'est savoir gérer les risques. Voilà. Et il avait une dernière question. Ouais. Et après les obstacles, c'est ne pas bien se préparer parce que ça demande une préparation. Donc, on a une idée et cette idée, il faut la structurer. Donc, cela passe il faut structurer ton idée sur différents aspects. Donc, il y aura tout ce qui est marketing, il y aura tout ce qui est analyse financière, il y aura tout ce qui est aussi analyse du marché, la veille technologique. Est-ce que ton idée n'a pas été est-ce que ton idée n'existe pas? Donc, il faut faire de la veille technologique. Voilà, donc il faut une préparation, structurer le marché, et puis voilà. Donc, c'est une Je vais en profiter préparation. pour apporter une réponse supplémentaire à Simon sur quelles sont les difficultés des startups des startups qui sont en Afrique à lever des fonds à l'international, parce que c'est exactement le sujet que nous on adresse. Il faut savoir que l'une des principales
problématique que vont rencontrer les startups en Afrique, c'est le manque de structuration. Moi, j'ai travaillé pour des fonds d'investissement pour qui j'étais en charge de trouver des projets, d'analyser ces projets-là et d'évaluer si oui ou non ces fonds-là avaient un intérêt à investir dans ces projets. Et l'essentiel des projets que j'analysais venaient d'Afrique. Et ce que je pouvais constater, c'est que très souvent, les entrepreneurs négligeaient la phase de structuration et de préparation. Parce que quand on a son idée, quand on est certain de son idée, on pense que tout le monde va le comprendre. Mais non, pas forcément. Vous avez des gens en face qui ont souvent un discours qui attendent une certaine information que vous n'imaginez même pas, vous, à votre place d'entrepreneur qui avez la tête dans le guidon, dans votre activité. Vous êtes focus sur votre activité. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont investisseurs, dont c'est le métier, et qui vont attendre certaines informations, qui vont attendre un certain niveau de qualité, de prise en main du projet, de gestion d'équipe, de, 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 de de cartographie des besoins du marché. Et vous, quand vous arrivez, c'est une bonne préparation et avec un discours et surtout sans avoir préparé la posture face aux investisseurs, ça se ressent très vite et l'investisseur, il n'est pas rassuré. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater dans beaucoup de cas, c'est le manque de préparation des porteurs de projets. Et ça s'explique aussi en partie, pas de la faute forcément des entrepreneurs, mais parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les marchés africains, les entreprises qui sont à même d'accéder à un accompagnement qualitatif, ce sont les PME très souvent. Parce que ceux qui fournissent des accompagnements qualitatifs en financement, en recherche de financement, ce sont souvent des banques d'affaires, des cabinets de conseil, des structures qui ont de grosses équipes et qui vont pouvoir fournir ces services-là à des gens qui peuvent payer des montants assez importants. Et souvent, ce sont les PME. Et du coup, les entrepreneurs, ceux qui sont au début de leur aventure, ne peuvent pas accéder à ce type d'accompagnement-là parce qu'ils n'ont pas le budget. Et donc, j'en viens en même temps parce que j'ai placé aussi l'offre, ce que propose BT Connect aujourd'hui. Nous, c'est après avoir observé tout ça, après avoir vu le fait qu'il n'y avait pas une offre assez suffisante pour les start-upers, pour les entreprises qui démarrent, qu'on a décidé de créer BT Connect en premièrement vous apportant de l'information qui vous permet de vous éclairer un peu dans toutes ces questions de financement, de marché, d'opportunités de marché, mais aussi pour vous permettre d'accéder à des outils et à un accompagnement innovant assez accessible pour vous, assez accessible pour la bourse des entrepreneurs en début d'activité. Donc, pour apporter une réponse à Simon. Je vais prendre la question de quelqu'un d'autre. On a Yves, non, Nathanaël Bassoukog qui a la main levée depuis un bon moment. Nathanaël, vous pouvez prendre la parole. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Désolé de prendre le truc l'échange un peu en cours, mais de ce que j'ai pu entendre, c'est assez constructif. Alors, on vous entend très mal. Et, disons, je souhaiterais... On vous entend très mal, Nathanaël. Oui. Allô? Oui, allô, là, c'est bon. mieux. OK. Donc, je disais, je suis au Cameroun et comme pour la plupart des personnes connectées, j'ai également un projet que je souhaiterais faire financer. C'est vrai que nous sommes dans une phase d'amorçage. Je voulais savoir si vous aviez un panel de structures qui pourraient financer. On est en train de terminer la structuration financière, mais on essaie un peu de trouver des partenaires financiers qui pourraient également nous accompagner, nous aider dans cette levée de fonds, apporter des capitaux, quoi. Oui, bien sûr. Déjà, nous, donc ça, c'est notre mission chez BT Connect, c'est notre rôle. Donc, bien sûr qu'on peut voir dans quelle mesure nous pouvons vous connecter à des investisseurs. Et pour ça, nous, on a besoin d'avoir une idée, d'avoir quelques informations préliminaires sur votre projet. Du coup, je vais vous partager un lien tout à l'heure où vous pourriez soumettre votre projet. Et dès que nous, on reçoit cette information, on va prendre contact avec vous
pour en savoir un peu plus et puis pour pouvoir répondre à vos questions en fond en comble et vous dire si au stade actuel, évaluer votre projet et vous dire si au stade actuel, au stade dans lequel vous vous trouvez, à quel type d'investisseur on peut vous connecter et dans quel laps et comment est-ce qu'on peut le faire. D'accord, Donc, ça on vous marche. partagera le lien tout de suite dans les commentaires et vous pourrez nous soumettre votre projet et vous pouvoir prendre rendez-vous ensuite avec nous et échanger. Ça marche, merci. Très bien. Ensuite, Papi, vous pouvez prendre la parole. Merci, merci Roger. Pardon, Nathanaël plutôt. Papi, vous pouvez prendre la parole. Si vous êtes toujours là. Non, on va prendre quelqu'un d'autre alors. On a Yves Mourin qui a la main levée. Yves, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, Aube, et bonsoir aussi nous. Ravi de te retrouver. J'ai besoin de toi la semaine prochaine, donc on va échanger par Telegram. Et en fait, ma question était la suivante parce que ta techno que je connais très bien de l'extérieur est absolument géniale. Et ma question est relative à la première fois que vous avez été voir un client pour lui proposer une étude de faisabilité. Oui. Et vous aviez, entre guillemets, que les tests laboratoires et vous aviez rien d'autre, aucune notoriété, aucun track record. Donc, en clair, ça a été super difficile. Et la question est, comment est-ce que vous avez fait pour vendre quelque chose qui était fondé sur juste des tests labo? Donc, en général, en fait, le graphène, ça a été découvert depuis 2004. Et donc, les industriels, ils ont testé le graphène. Ah, d'accord. Donc, ils ont testé le graphène et ça ne marchait pas. Et donc, nous, en amont de la création, on avait déjà consulté ces industriels pour déjà relever les problématiques. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a relevé, on a essayé de développer des démonstrateurs pour montrer que ça marche. Et donc, quand on allait les voir, on allait avec un démonstrateur qui marchait déjà, qui répondait à une partie de sa solution. Mais merci. Voilà, comme tu dis, c'était des démonstrateurs à échelle laboratoire. Et donc, pour faire payer ces études, on leur disait que voilà, nous, on vous montre déjà que ça marche. Donc, on évangélise à nouveau. D'accord. Et une fois qu'ils ont vu que ça marche, et donc là, il fallait adapter le produit par rapport à leur cahier de charge. Et donc, ça, c'est des produits qui seront testés chez eux, qui seront qualifiés chez eux. Génial, donc, merci beaucoup. Et donc, c'est comme t'es mon ange gardien préféré. Merci, osez-nous. Pareil. Merci Yves pour votre question. Donc, vous avez le lien pour tous ceux qui souhaitent soumettre leur projet pour une première évaluation et qui ont des questions très précises à poser parce qu'ils recherchent du financement. Vous avez un lien là dans le chat auquel vous pouvez cliquer tout de suite et soumettre votre projet pour une première évaluation gratuite, je précise, et pour pouvoir échanger avec notre équipe. On a Malal qui a la main levée. Malal, je vous donne la parole. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut Hussein. Bonsoir Malal. Salut. Eh bien, je suis ravi de voir ce chemin que tu as parcouru entre-temps. Et ma question, elle était la suivante. Aujourd'hui, c'est quoi l'écosystème en France qui permet vraiment de pousser des jeunes chercheurs à devenir des entrepreneurs? Quels sont les facteurs qui le favorisent aujourd'hui? Et les mécanismes utilisés dans l'écosystème français qui permet une telle dynamique? Donc aujourd'hui, juste pour résumer, il y a le plan de relance. Donc, je ne sais pas si tu connais France 2030 un peu. Donc, c'est un plan d'investissement massif pour faire émerger tout ce qui est futur licorne et accompagner la transition des secteurs d'excellence, que ce soit dans l'automobile, l'aéronautique, l'espace, etc. Et donc là, ce qui est recherché, c'est des deep tech, donc c'est des technologies qui sont issues de laboratoires. Donc, il faut répondre, par exemple, pour décarboner l'industrie, pour devenir leader de l'hydrogène vert, pour baisser, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, ils encouragent vraiment tout ce qui est deep tech, donc les technologies ici de laboratoire. Donc, la principale problématique avant, c'était que dans les laboratoires,
on a de très, très, très grands chercheurs, mais bon, ces chercheurs, ils sont mis à côté. Et donc, ces chercheurs se font approcher, par exemple, par des investisseurs, etc. Et c'est les investisseurs qui prennent à la fin le dessus. Ils n'avaient pas cette approche entrepreneuriale, tu vois. Business plan, ils ne connaissaient pas tout ça. Et donc, aujourd'hui, la BPI se structure, par exemple, pour proposer des outils. Par exemple, dans le site de la BPI, aujourd'hui, il y a des outils qui sont gratuits, hein, pour, par exemple, structurer un business plan, faire une étude de marché, etc. Et donc, ça, c'est des choses qu'on peut utiliser. Et puis, il y a la CCI aussi qui encourage cela. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment plein d'outils pour entreprendre, surtout quand on est chercheur. Très bien. Ben, super, super. Bon, je ne veux pas allonger le débat, mais est-ce que je peux poser mes questions ou bien je laisse la Oui, place bien aux autres? sûr. Oui, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. En fait, comme je venais du milieu de la recherche, la problématique qu'on a eue, c'est que souvent, on est là sur ce parcours de protéger notre innovation. Et après, nous, par exemple, la difficulté qu'on a eue dans le domaine de la santé, on a par exemple, en France, on avait testé des approches qui marchaient sur le terrain en Afrique. Ouais. Mais après, on n'est pas arrivé à trouver une entité qui va nous aider, par exemple, à produire. Après, je ne sais pas si c'était notre approche qui était mauvaise et on s'est adressé aux mauvaises personnes. Et c'est vrai qu'entre-temps, l'écosystème a un peu changé. Il y a vraiment des initiatives qui essaient de faire émerger ces licornes en France. Donc, oui. Vous, concrètement, comment est-ce qu'on capitalise l'expérience aujourd'hui que vous avez eue avec Blackleaf pour que d'autres chercheurs, en tout cas, qui sont dans ces labos, même si qui ne sont pas forcément dans le deep tech, mais que voilà, il y a des mécanismes qui existent qui pour les assister dans le développement d'une entreprise dans leur secteur bien sûr respectif. Ouais, aujourd'hui, c'est la BPI. Hein. C'est la BPI. Donc, il y a la BPI et puis il y a les incubateurs de startups aussi. On peut se rapprocher de ces gens-là. Ils ont des carnets d'adresses vraiment énormes. Et bon, ils pourront vous orienter à trouver les bonnes personnes. Eh bien, super. Super, ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Et aussi. Si tu es dans la santé, je te conseille de contacter Yves. Yves? Ouais. Elle est dans le... Ah, ok, d'accord. Ouais. Yves Moura, c'est dans le chat. C'est un grand homme. Il est modeste, mais c'est un très grand homme. Et il pourra te... On restera en contact, on en reparlera. Avec grand plaisir. Au plaisir. Merci. On arrive à la fin de notre live. Donc, on a pris l'engagement de ne durer qu'1 heure, donc on va pas dépasser. On va prendre 2 dernières personnes juste pour clôturer la session. Et ça sera, on pourra vous laisser vaquer à vos occupations. Jean-Marie qui vient de lever la main, vous pouvez prendre la parole. D'accord. Ok. Donc déjà merci pour ce live très enrichissant. Et bon, Ousseynou, encore bravo à toi. J'ai écouté ton parcours qui est très inspirant. Et du coup, je te dis encore félicitations et bon courage pour la suite. Donc, moi, j'avais une question parce que je travaille depuis quelque temps sur un projet entrepreneurial, mais dont l'activité serait essentiellement en fait destinée sur le marché africain. Donc, je suis pas dans la recherche, mais plutôt en fait dans le secteur des infrastructures télécom. Donc, secteur qui est plutôt en croissance en fait sur le marché africain. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai pris quand même le temps de pouvoir travailler en amont sur le business plan. J'ai même aujourd'hui, en fait, si tu veux, un portefeuille, je dirais, de potentiels clients qui plus ou moins seraient intéressés par l'offre en fait qu'on souhaite proposer. Et donc aujourd'hui, je suis confronté à 2 cas de figure. C'est que comme l'avait souligné tout à l'heure notre modératrice, donc l'activité serait essentiellement sur l'Afrique et nous sommes conscients du fait qu'il est assez compliqué de pouvoir lever des fonds localement.
Donc aujourd'hui, en fait, je réfléchis enfin, et j'aimerais éventuellement avoir des conseils et peut-être un partage d'expérience de la part de Ousseynou, d'avoir une entreprise ici, éventuellement, qui pourrait être accompagnée par des structures comme BPI ou d'autres fonds, pour pouvoir, en fait, en gros, l'activité consiste à essentiellement financer des acquisitions d'actifs. Donc, l'idée, c'est comment aujourd'hui pouvoir lever des fonds ici et surtout comment rassurer des investisseurs, que ce soit des investisseurs français ou en tout cas sur le marché pan-européen, pour financer des actifs sur le secteur de l'infrastructure en Afrique. Ouais. Pour répondre à la question, oui, vas-y. Vas-y. D'accord. Pour répondre, et je te laisse la parole à Ousseynou, comment rassurer des investisseurs? Déjà, il faut savoir que en tant qu'entrepreneur, votre rôle n'est pas de rassurer des investisseurs. Déjà, c'est de trouver les investisseurs qui pourraient être intéressés par votre solution. Vous allez les rassurer, pas parce que votre secteur est intéressant, mais parce que vous êtes un entrepreneur crédible. Et donc, ces entrepreneurs-là, ces investisseurs-là, il faut les trouver. Et on sait que c'est très complexe aujourd'hui quand on est en Afrique, quand on est sur le terrain en Afrique, de trouver ces investisseurs-là. Et c'est pour ça que nous avons fait ce travail-là chez BET Connect. Du coup, pendant des années, et c'est encore le cas aujourd'hui, nous identifions à l'international nous identifions les investisseurs internationaux qui sont intéressés par l'Afrique francophone ou par d'autres pays en Afrique, et nous vous connectons à ces derniers-là. Donc, vous pouvez nous contacter, vous nous donnez via le lien qu'on vient de vous partager, ou vous pouvez nous écrire à contact@betconnect.com et on échangera ensemble pour avoir une meilleure visibilité sur les caractéristiques de votre projet et voir à quel investisseur on peut vous connecter. Ensuite, concernant les aides, les subventions, malheureusement, le terrain africain n'est pas aussi propice au niveau des subventions et autres que le terrain européen. C'est vraiment un parcours du combattant de pouvoir trouver des structures comme BPI qui vont vous soutenir, sauf BPI même, qui déploie aussi quelques petits canaux de financement en Afrique, mais qui ne suffisent vraiment pas à couvrir la demande, à couvrir les besoins de tous les entrepreneurs. Par contre, le créneau aujourd'hui des investisseurs, il est très important. Il est très important. D'ailleurs, ce mois-ci, on a eu plus de 450% de levée de fonds. Au Kenya, plus de 200%. Dans un autre pays, c'est pour vous dire à quel point l'intérêt est grandissant. Et donc, c'est un créneau sur lequel il faut pouvoir compter et pour lequel il faut s'armer afin de pouvoir être crédible vis-à-vis de ces investisseurs-là et pouvoir confirmer l'intérêt qu'ils ont pour leur secteur lorsque vous les rencontrerez, lorsque vous serez connecté à ces derniers-là. Tout à fait. Okay. Après, je laisse Ousseynou compléter. Et je souhaiterais... Vas-y aussi. Non, vas-y. De toute façon, je ne vais pas rajouter grand-chose. Elle a tout résumé. Donc. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de lever en fait, des fonds propres, je dirais que l'option de lever de la dette éventuellement serait, en tout cas dans le cadre de mon projet à moi, serait une très bonne alternative, étant donné que c'est, comme je disais, on serait éventuellement, parce que étant donné qu'aujourd'hui, le business model, en fait, l'activité en elle-même est une activité qui serait capable de pouvoir en fait générer en fait des revenus en fait, si vous voulez, prévisibles en fait dans la durée et sur le long terme, et avec des clients assez sécurisés. Quand je parle de clients, ce seraient des opérateurs sur le marché ou des towerco éventuellement, donc qui auraient en fait une sécurité financière pour pouvoir en fait honorer en fait les cash flows futurs en fait prévus par l'activité. Et également, l'activité est à mesure de pouvoir en fait supporter de la dette éventuellement. Ok. Donc voilà. Il y a une question que je vous poserai si on est amené à discuter, c'est pourquoi est-ce que vous voulez essentiellement lever de la dette? J'imagine ça peut être peut-être parce que vous ne voulez pas lâcher
laisser des parts de l'entreprise déjà au stade où vous en êtes. Ça peut être vraiment pour plusieurs raisons. Et du coup, bon, au-delà de ces questions, au-delà de ces points, pour répondre à votre question, c'est possible aujourd'hui de lever des fonds sans forcément intégrer des gens directement dans votre capital. Auprès de business angels ou de fonds d'investissement privés, surtout auprès des fonds d'investissement institutionnels, c'est compliqué parce qu'eux, ils ont un processus qui est très normé, qui est très procédural et qui est difficile, duquel il est difficile de sortir, de dévier. Mais auprès d'investisseurs privés, donc qui sont détenus par des grands groupes, vous avez la possibilité de trouver des moyens de vous faire financer. Donc, il y a le modèle BSAR qui a été lancé par Y Combinator il y a plusieurs années et qui aide pas mal les entrepreneurs qui ne veulent pas encore valoriser leur entreprise à un montant fixe et puis lâcher leur départ parce qu'ils trouvent que c'est encore prématuré. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de structurer une levée de fonds sans que dès maintenant, vous ne soyez obligé de donner des prises de participation, mais partant sur le fait que dans des années, dans un certain laps de temps, vous serez à même de valoriser le financement que ces personnes-là vous ont donné. Après aussi, c'est possible de lever de la dette pure, hein, comme vous pourriez faire chez une banque avec un taux d'intérêt là-dessus auprès d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui le font aussi. Donc, c'est possible de le faire juste en fonction de comment est-ce que vous échangez avec ces investisseurs-là, de l'intérêt que vous avez suscité et de aussi la façon dont vous allez pouvoir suivre cette opération-là juridiquement avec les investisseurs. Donc, il faut que vous soyez prêts et que vous puissiez avoir des conseils bien pour vraiment vous éclairer dans ce processus-là. OK. Voilà. Merci. Donc, on va terminer. Je vais juste compléter pour oui, bien sûr. Oui. Ouais. Donc, comme l'a dit Aube, oui, la BPI commence à se déployer un peu en Afrique. Il y a aussi l'AFD, je ne sais pas si vous connaissez, l'Agence française de développement, mais aussi il y a le CPA, donc ils ont le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et là, il y a plusieurs dispositifs, il y a Meet Africa, Starter, etc., etc. Et puis, bon, si vous ne voulez pas vous dulier trop tôt, il y a des dispositifs qui pourront vous intéresser aussi. Très bien. La seule contrainte, parce que nous, on observe beaucoup ces canaux, la seule contrainte de ces canaux, c'est que l'offre, la capacité de financement souvent est assez limitée. Est-ce que vous allez pouvoir surtout tirer, avoir de ces structures-là, c'est beaucoup d'accompagnement. C'est beaucoup d'accompagnement, c'est beaucoup de mentorat, de rapprochement avec des partenaires clés. Et si vous avez un besoin de financement assez important, je pense que c'est nécessaire pour vous de réfléchir très, très rapidement à un processus de levée de fonds, normal, on va dire. Et ne pas vous appuyer spécifiquement sur ces structures-là parce qu'elles font beaucoup. Malheureusement, on a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui sont en demande. Ça fait des années qu'on observe ces tendances-là et donc très peu d'entrepreneurs à la fin se retrouvent aidés. Donc, il faut pouvoir anticiper très rapidement au cas où vous n'arrivez malheureusement pas à avoir de l'aide de ces structures-là. OK, ça noté. Et surtout, ces structures, pour avoir 50, il faut avoir 50 à côté. Donc, aussi, totalement. Pour avoir 50 000, souvent, ils vous demandent 50 000. OK. Ouais. Donc, ça peut être aussi compliqué. Voilà. C'est vrai. OK. Or, il y a des investisseurs qui peuvent vous financer juste à partir au stade de l'idéation. Il faut les trouver. OK. Juste ça. Ça marche. Très bien. Donc, merci à vous. Merci Jean-Marie, merci à tous qui avaient participé à cet échange. Merci Tierno, Sébastien, Papy, Ous Nathanaël qui a pris la main tout à l'heure, Malal aussi qui a posé une question tout à l'heure. Merci pour votre intervention. Merci à Kumpa. J'aime bien citer le nom de tout le monde à la fin, juste pour être sûr que voilà, tout le monde a bien été vu. Camara, Kumpa, Jonathan, que je connais très bien, qui est un habitué maintenant.
Merci Jack, merci Détontique. Depuis le début, je pense que c'est un des élèves, des bons élèves qui est arrivé 10 minutes avant le début, je crois. Merci Dante aussi, pareil, qui est arrivé très tôt. Cabrel, Adama, Jean-Marie. Donc, je crois que j'ai cité tout le monde. Je n'ai laissé personne. Merci tout le monde. Merci à vous d'avoir été là. Et Ousseynou, est-ce que tu as un dernier mot à apporter et à rajouter avant de mettre fin à la session? Merci. Je vous remercie tous pour votre présence. C'était très enrichissant. Très bonne question. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Et super. Voilà. Merci, très merci bien. à tous. Merci à vous. Il y a une information que j'ai failli oublier, c'est que pour tous les entrepreneurs qui souhaitent rejoindre notre groupe Slack d'entrepreneurs, nous avons un groupe dans lequel nous partageons des informations, des opportunités business, dans lequel aussi les entrepreneurs échangent entre eux pour s'entraider. Si vous voulez nous rejoindre dans ce canal-là, nous vous partageons le lien tout de suite dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer et nous rejoindre dans ce chat très rapidement pour échanger avec nous, nous poser vos questions et échanger avec d'autres entrepreneurs d'Afrique francophone. Bon, d'Afrique francophone, hein, mais qui se trouvent aussi en Europe et en Afrique quand même. Donc, voilà. Vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur ce lien. Donc, on va te libérer, Ousseynou. Bon, merci beaucoup pour pour la qualité des réponses que tu nous as apportées, pour la clarté aussi, pour la transparence. C'était ça aussi qu'on proposait à tous ceux qui étaient là, pas de langue de bois, vraiment du concret pour pouvoir aider le maximum de personnes. Du coup, merci encore, Ousseynou, et passe une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.